Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'interviewer Jean-René Lisnard. Avec son franc-parler, le Français est revenu sur son expérience de joueur professionnel puis de coach en tant que fondateur de l'Elite Tennis Center qui aura donné naissance au duo Gilles Savara-Danil Medvedev. On apprend notamment que la carrière du Russe s'est jouée à 5 minutes près. Enfin, il nous partage ses craintes de l'après Federer et Nadal avec un tennis de plus en plus aseptisé. Place à ma discussion avec Jean-René Lisnard. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Merci d'avoir accepté l'invitation de Game Stand Talk. Mhm. Un plaisir de vous recevoir en interview. Comme je vous le disais, donc l'objet un peu de l'entretien, c'est de parler de votre carrière de joueur professionnel, un petit peu les enseignements que vous avez pu en tirer. Derrière Mhm. votre expérience en tant que coach, Mhm. ensuite un petit peu ce que vous faites au sein de votre académie, la patte Jean-René Lisnard, est-ce qu'il y a, voilà, il y a une patte au niveau du coaching. Et derrière, on va parler de Danil Medvedev, que vous devez très bien connaître, de voir comment vous l'avez vu évoluer, de voir un petit peu ses limites, sa marge de progression qu'il peut avoir, surtout avec cette superbe fin d'année qu'il a fait, et se Mhm. projeter un petit peu en 2021, parce qu'on peut voir un peu cette année 2020 comme une sorte de passation avec les jeunes qui montent et le Big Three qui commence un petit peu voilà, à reculer. Votre Ouais. avis sur tout ça? Ok, allez, c'est parti. Donc, du coup, au niveau de votre carrière, vous avez été joueur professionnel entre 97 et 2013. J'ai vu que vous aviez joué quelques matchs de Coupe Davis pour Monaco en 2013. D'accord. Ouais. Vous avez été classé au mieux 84e mondial. Mhm. Derrière, vous avez coaché Wozniacki, Gilles Muller, Mhm. donc D'accord. différents types de profils. Et ensuite, vous avez fondé votre propre académie, Ouais. l'Elite Tennis Center, où vous avez notamment pu former Danil Medvedev. Si on Ouais. revient un petit peu sur votre carrière professionnelle, qu'est-ce que Mhm. vous retenez? J'ai pu voir notamment que vous avez joué contre Nadal sur terre à Monte-Carlo, 2 fois Mhm. également contre Roger Federer. Vous avez eu 2 grosses victoires sur des top 20 comme Grosjean à l'Open d'Australie en 2005, également Thomas Johnson la même année. C'est quoi un petit peu les enseignements que vous retenez de votre carrière professionnelle? Ce que je retiens, bah, c'est déjà tout le parcours qu'il y a derrière qui est invisible pour le grand public, parce que derrière tout ça, il y a des tonnes d'entraînement, des voyages à n'en plus finir. Et puis avant d'arriver joueur professionnel, il y a beaucoup de petits tournois au bout du monde où bah, il faut galérer. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent être pro, il y a peu d'élus. Donc c'est dur, c'est tout le parcours, mais qui est très riche aussi, quoi. Qui est très riche. Donc ce que je retiens, c'est le parcours, parce que ça commence très jeune, ça commence à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et puis à travers tout ça, effectivement, donc j'ai été, vous l'avez dit, 84e. Euh, je suis assez fier de ce que j'ai fait. En même temps, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais bon, c'est ce qui fait la richesse de tout ça. J'ai à peu près joué contre tous les plus grands joueurs. Je ne les ai pas battus. J'ai battu voilà, quelques très très bons joueurs comme Rios, trucs comme ça. Mais c'est vrai que pour la plupart du temps, j'ai perdu. Mais je les ai tous joués, donc on peut les avoir affrontés. C'est aussi un super enseignement. Et puis bon, bah voilà, c'est dur de retenir une seule chose en particulier. Il y a beaucoup de gros souvenirs. C'est pas vraiment les matchs qui vous marquent, c'est tout le parcours en fait. Tout ce que vous vivez avec les personnes avec qui vous voyagez, l'accomplissement personnel, parce que finalement, c'est quelque part, c'est des montagnes à gravir, tout ça. Donc, la victoire d'un match, parfois, il se cache 2, 3 ans de travail derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Pour arriver en grand chelem, il faut passer par les futurs, les challengers, tout ça. Donc, c'est long, c'est long. Voilà. Donc, c'est Voilà. plus le processus, toutes ces Ouais. étapes, Ouais, parce ces petites que victoires au quotidien. voilà, à part un joueur, je pense, qui va gagner un grand chelem ou un truc comme ça, il n'y a pas vraiment un truc qui vous marque précisément. Moi, j'ai quelques matchs un peu plus marquants, on peut dire, mais c'est pas ça qui ressort en premier, quoi. C'est plus l'accomplissement général. À part si évidemment vous avez un joueur qui gagne un grand chelem, une Coupe Davis, un truc. Là, j'imagine que il y a un moment très spécial, mais il n'y en a pas beaucoup qui gagnent ce genre de titres-là. Voilà. Et Il du n'y en a pas coup, beaucoup. petit, le Jean-René Lisnard, petit, c'était son rêve de devenir joueur de tennis Ouais, ben, professionnel. ouais, jeune, j'étais très fort, hein. J'étais numéro un mondial à moins de 14 ans, donc forcément, toute ma carrière, je me suis toujours entraîné pour essayer d'aller le plus haut possible. Je rêvais de gagner un grand chelem. Il faut être un peu utopique de toute façon, voilà, parce que
Parce que sinon, si vous écoutez tous les rabat-joie de la société, bah, vous ne sortez pas de chez vous, faites pas joueur de tennis d'ailleurs, parce que c'est pas la vie de monsieur tout le monde. Et surtout, ça demande souvent une déscolarisation très jeune. Donc, pour beaucoup de familles, c'est pas acceptable. Et puis bon, bah, ça demande d'être un peu tête brûlée parce qu'il y a le goût du risque. Donc, il faut être utopique. Et pareil, dans votre carrière, il faut croire en vous plus que quiconque, sinon vous n'arrivez à rien, quoi. Donc, j'ai pas réussi à atteindre tous ces trucs-là, mais voilà, j'ai pas de honte à l'avouer, quoi. Voilà, j'ai fait de mon mieux, quoi. On en parle beaucoup maintenant, mais au niveau des difficultés, tout ce que ça peut être sur le point de vue financier, parce que c'est les voyages, les hôtels, les coachs à payer, c'est déjà quelque chose que tu ressentais tout au long de ta carrière et de ton Ouais. processus. D'autant plus que les prize money ont été multipliés depuis, notamment en Grand Chelem, par 4, hein. Donc, le problème qu'ils ont aujourd'hui, nous, on l'avait en Encore x2, plus. x3, x4, quoi. Donc ça me parle. On vit avec ce truc-là, cette boule au ventre financièrement, de savoir, voilà, sauf à partir du moment où vous réussissez vraiment à Ouais. beaucoup gagner. Mais oui, pour beaucoup de joueurs, les résultats vont déterminer la suite de votre carrière. Enfin, en tout cas, la continuité ou pas, d'ailleurs, à certains moments. Et du coup, bon, tu as joué deux monuments, Roger Federer, qui sont dans les années 2003, et Rafael Nadal en plus sur terre battue. Qu'est-ce que tu en retires? D'autant plus que maintenant, bah, les deux sont à 20 grands chelems. Ouais. Bah, j'ai joué Djokovic aussi 2 fois. Voilà, donc je peux comparer. Pour moi, j'ai toujours dit Nadal et Federer sont bien au-dessus de Djokovic, de par leur talent, de par leur charisme, de par leur simplicité. Après, je pense que Djokovic est très très fort mentalement, voilà. Mais je ne les mettrai pas tous les trois sur le. Voilà, Federer et Nadal. Pour moi, j'ai joué à Agassi aussi. On va dire que Federer, c'est le talent à l'état pur. Mais quelque part, c'est pas quelque chose de. C'est difficile de retranscrire ça en tant qu'entraîneur pour un joueur parce que c'est un mec atypique. Je veux dire, il est capable d'être assis au Players Lounge de l'Open d'Australie. Vous entendez son nom, il se lève pour aller sur le central. Il n'avait pas les lacets faits. Il va mettre une rouste à Yuzny. Nadal, ça fait 1 heure qu'il est dans les vestiaires à s'échauffer comme un taré. Donc, c'est beaucoup plus enseignable, je ne sais pas si ça se dit, la manière de Nadal que Federer. Federer, bon, bah, c'est un peu voilà, c'est un Michael Jordan du tennis. Voilà. Nadal, pour moi, c'est l'exemple même des valeurs, de l'état d'esprit, quoi. Et pour le coup, Nadal est peut-être le plus impressionnant que j'ai joué, quoi. Voilà. Plus sur terre, donc tu sens la Ouais, et puis qualité de bon, sa le mec, balle. il est à 100% tout le temps. Et puis, il a une qualité de balle qui est bien au-dessus de. Quand il lâche un coup droit, ça n'a rien à voir avec Djokovic, par exemple. Voilà. Le coup droit de Nadal, c'est. Voilà. Vous savez que vous allez devoir courir, quoi. Ensuite, du coup, tu t'es reconverti une fois ta carrière professionnelle dans le coaching. Donc, Mhm. du coup, tu as eu notamment des grands champions, Wozniacki, Gilles Muller. C'est quoi la patte Jean-René Lisnard dans le coaching? Comment ça se passe? Ouais, il faudrait mieux le demander aux joueurs que j'ai entraînés. Déjà, je suis resté en tennis parce que c'était une passion déjà. Donc j'ai assez vite entraîné. J'ai eu Jennifer Brady Hmm. pour la Fédé américaine en junior. Ensuite, j'ai eu effectivement Gilles Muller, Wozniacki, Andrei Rublev, vous voyez, Des profils très différents en plus. qui était jeune, mais assez vite en fait, assez vite. Yastremska aussi, donc j'ai un peu bossé pour Nike. Et puis après, ben, l'idée, la motivation, c'était de créer un centre, non pas une académie, mais un centre de haut niveau avec une échelle humaine et puis un truc un peu sur mesure, pas comme on voit dans les académies où les gens payent. C'est un peu un fourre-tout, quoi. Donc, il n'y a personne qui sort de ces académies en réalité. Ils se font de la pub avec des noms qu'ils achètent, des gens qui passent quelques semaines, mais c'est pas un travail de formateur, c'est pas vrai, quoi. Donc, l'idée était là. Et puis, au départ, on l'a fondé avec Eric Hernandez, le prépa physique, et puis Gilles Servara, avec qui on a monté le centre. Euh, la pâte, ça, c'est beaucoup de travail déjà. Voilà. C'est beaucoup de travail, c'est de l'exigence. Donc, je pense que le taux d'exigence est bien plus élevé qu'ailleurs. Mais pour ça, il faut nous-mêmes être dans l'exigence, quoi. Vous voyez. Donc, après, essayer de bien sentir le truc, hein, faire une bonne programmation d'entraînement, de tournoi, de bien doser le truc, individualiser, évoluer avec l'âge de son joueur, parce que les joueurs, quand vous les avez vous commencez à 12-13 ans et que vous les avez ensuite à 18 ans, c'est pas les mêmes. Voilà. Il faut essayer d'évoluer avec, ce qui est jamais évident. Et après, ça va être surtout, on va dire que les grandes lignes, c'est
Ouais, la rigueur, l'exigence, et puis essayer de voir juste pour chaque joueur, ce qui n'est pas facile, parce qu'on ne peut pas les faire tous jouer de la même manière. Vous voyez. Donc voilà, puis après, je pense que le mieux, c'est de demander à un joueur, parce que c'est difficile de s'auto-juger, vous voyez, mais je pense que c'est ce qui en ressort. Voilà. Et comment ça se passe du coup sur la partie vraiment coaching? Je sais pas si on a un exemple type, j'imagine que ça s'adapte en fonction des profils, que tu as pu avoir des profils variés, mais au niveau des sessions d'entraînement, est-ce qu'il y a il y a un plan vraiment? Comment ça se passait par exemple avec Wozniacki? Écoutez, Wozniacki, elle s'entraînait voilà, comme une malade, quoi. C'était une Stakhanovite. C'était une fille qui n'avait pas vraiment de talent particulier, si ce n'est celui de travailler, si ce n'est de penser un peu comme un homme plus que comme une fille. Donc, il n'y avait pas trop d'état d'âme. C'était beaucoup plus. Vous pouvez se faire engueuler, c'est pas un problème, continue. C'est assez dur au mal. Puis cette force de travail, quoi, incroyable. Elle était déjà millionnaire, qui a été capable d'aller faire un footing encore à 6h30 du matin. Chose qu'on ne verra pas chez beaucoup de joueurs pro. Voilà. Une fois qu'ils arrivent à un certain stade, euh, l'état d'esprit évolue, malheureusement souvent pour le moins bon, mais sauf un Nadal, qui reste le même. J'ai l'impression, en tout cas, sur ce que je vois, etc. Donc, de toute façon, les grands champions, ils sont obligés de garder les valeurs, sinon ils ne peuvent pas rester au top niveau. Pas possible. Et derrière, du coup, est-ce que ça a changé quand tu as fondé ce centre? Parce que tu as pris peut-être un peu plus de recul, tu t'es entouré de personnes, donc tu étais peut-être moins auprès directement des joueurs. Est-ce que ça a été le cas? Ou au contraire, Non, tu étais non, toujours sur le terrain, non, tu moi étais je suis. là à les Non, non, conseiller j'étais partout, je bosse. Bon, bref. Non, non, je m'arrête jamais. Donc, je suis. Oui, c'est diriger le centre, mais je suis tout le temps sur le terrain aussi. Parce que si vous perdez le contact du terrain, vous ne pouvez plus, vous pouvez plus être bon dans ce métier. Je veux dire. C'est comme un médecin qui ne voit plus de patients. C'est pareil, il peut plus être bon, hein. C'est dans l'actualité en ce moment. Donc, je veux dire, vous ne pouvez pas entraîner et puis d'être de bons conseils si vous passez vos temps derrière un ordinateur, derrière. Il y en a, on les voit beaucoup écrire maintenant, tout ça. Bon, non, il faut être sur le terrain. Voilà, il faut être sur le terrain. Pas de secret. Et du coup, comment ça se passe une journée type au centre? En off, Il tu n'y en m'as a pas. parlé de ta planification que tu faisais de la veille pour le lendemain. Ouais, il y en a pas. Oui, voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, oui, chaque jour, c'est individualisé pour le lendemain. Ça, c'est vachement important parce que Euh, voilà, autant on va individualiser pour un mec qui est 10e mondial, mais on essaie d'individualiser pour des gamins qui ne le sont pas, parce qu'on a plus de chances de faire bien les choses si on le fait de cette manière-là. Et surtout, c'est de donner une chance à des gens qui ne sont pas pris par des fédérations, parce qu'on n'a jamais pu avoir non plus des cadors, puisque les cadors, souvent, ont la gratuité dans une fédération. Or, nous, on a eu des bons jeunes parfois, mais pas des champions du monde. Donc, il faut essayer de leur donner le même entraînement que s'ils avaient l'entraînement gratuit dans une fédé où tout est limité en termes de budget. Donc, ça demande beaucoup d'investissement humain. Donc, j'ai la chance d'avoir une équipe passionnée avec moi, parce que là, on parle de moi, mais aujourd'hui, le centre, c'est une dizaine d'entraîneurs, tennis, 3 physiques, il y a de la scolarité, il y a des intervenants sur la partie mentale. Et là, il n'y a pas de jour. Il y a pas de samedi, pas de dimanche, c'est tout le temps. Donc, si on veut faire un truc individualisé, il faut une équipe passionnée. Voilà. Donc, si les entraîneurs qui bossent avec vous ne le sont pas, c'est impossible de réaliser ça. Et d'ailleurs, je n'aurais pas tout seul, j'aurais jamais pu faire ça. Voilà. Et du coup, sur le planning, comment ça se passe? C'est par exemple de telle heure à telle heure du Bon, bah, on commence tous physique. les jours à 8h. Ça, Ouais. voilà, nous, en tant qu'entraîneur, on commence tous les jours à 8h. Les joueurs commencent pas forcément tous à 8h parce que ça va de 1 à 2 à 3 entraînements par jour, en plus des étirements, parce que pour moi, c'est comme se brosser les dents le soir, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier. Donc les journées sont longues pour eux. Certains ont la scolarité aussi. C'est non-stop. Enfin, nous, on est toute la journée au centre. Après, chaque jour individualisé parce que il y en a qui sont en tournoi, d'autres en période foncière. Il y en a qui sont fatigués. Je veux dire, vous n'allez pas faire autant d'entraînement peut-être au mois d'août quand il fait 35 degrés que d'autres périodes de l'année. Il y a des temps, les joueurs, il faut un peu qu'ils souffrent mentalement. Bon, vous voyez, je ne peux pas vous dire vraiment ce qu'est une journée type. Ça n'existe pas d'ailleurs, une journée type, euh, pour le haut niveau en tout cas. Pour le haut niveau. Et du coup, il y a aussi tout le plan de la partie nutritionnelle qui est pris en compte. Aussi, alors souvent, ça vient se greffer au fur et à mesure que le Ouais. projet prend de l'ampleur. Déjà, j'ai envie de vous dire, si vous avez un gamin qui se bat sur tous les points, qui écoute, qui essaye de son mieux, on pensera à la nutrition après, quoi. Mais bon, c'est important aussi. Oui. C'est important. C'est sûr que si le gars il mange que des glaces et fume des cigarettes, ça va pas le faire non plus. Ouais. On est d'accord. Mais peut-être qu'au tennis, du coup, ça revient dans un second temps, comme tu le dis, et c'est peut-être pas la priorité number one comme il peut y avoir sur Non, d'autres sports. c'est très important, mais j'ai envie de dire,
On peut voir de nos jours aussi beaucoup d'entraîneurs qui vont, je vais essayer d'employer des mots polis, mais qui vont se prendre le bourrichon avec tous les à côté, ils oublient l'essentiel, vous voyez. Ils vont dire, voilà, il a bien noté son truc, il a bien mangé, il s'est bien échauffé, mais il manque l'essentiel. C'est-à-dire que le gamin ne s'est pas donné pendant le match, il s'est pas battu comme un chien, quoi, vous voyez. Donc, c'est sûr que si le mec se bat comme un chien, il fait tout bien, mais qu'il mange mal tous les jours, au bout d'un certain nombre d'années, il va le payer. Donc, mais bon, en général, quelqu'un qui se bat bien, qui a envie, il comprend vite que s'il mange mal, il va le payer tôt ou tard, donc il se met vite à mieux se nourrir, par exemple, à mieux s'hydrater, etc., etc. Et du coup, sur l'aspect mental, il y a aussi des créneaux, entre guillemets, dédiés à une préparation mentale pour chaque joueur, je sais pas, avec de la visualisation, par exemple. Ouais, il peut y avoir, travail mental, pour moi, c'est large, c'est un peu ce qui parle à chacun. Après, aujourd'hui, c'est un peu banalisé, puis c'est un peu mis à toutes les sauces dans la société. Ah oui, des cellules de crise partout, le mental, bon, pour moi, c'est un peu un fourre-tout. Il y a beaucoup d'imposteurs là-dedans. Pour moi, le mental, déjà, le premier entraîneur mental, c'est un entraîneur de tennis, déjà, parce que tout ce que vous véhiculez comme information, enfin, comme conseil du matin au soir, il y a une partie mentale. Déjà, il faut savoir le faire passer, le message. Donc, jamais évident. Il faut savoir être dur, il faut savoir parfois être une épaule, il faut savoir. Donc, c'est jamais évident. De toute façon, on fait tous des erreurs là-dedans. Puis quand vous entraînez plusieurs joueurs différents, vous n'allez pas être pareil avec une fille de 13 ans qu'avec un gars de 18 ans, qu'avec un pro, qu'avec un junior, qu'avec. Donc, déjà, le premier intervenant mental, c'est l'entraîneur tennis ou l'entraîneur physique, d'ailleurs, tous ceux qui sont là au quotidien. Ensuite, pour moi, ça va vraiment être quelque chose d'important dès lors qu'on va vraiment parler tennis. Vous voyez. Sinon, j'ai envie de dire, sinon, on va dire que c'est un psychologue parce que le gamin a un problème personnel, mais j'ai envie de dire, bon, ça, c'est un peu extra sportif, ce qui va aider le gamin à mieux jouer, mais c'est pas lié au tennis directement, j'ai envie de vous dire. Vous voyez. Mais de nos jours, ça a été quand même beaucoup banalisé. Donc, moi, j'en ai fait quand j'étais joueur, mais aujourd'hui, je mets un petit bémol, c'est-à-dire que ça peut être très utile, mais l'essence même du sportif de haut niveau, c'est déjà Dani Medvedev, on en parlera après, mais il avait cette âme du compétiteur depuis toujours. Personne ne lui a inculqué, ça, il l'avait, quoi. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est ni le centre, ni qui que ce soit qui lui a apporté cette âme de compétiteur, de cette intelligence pour comprendre les choses. Il y a une part quand même qui est vachement liée à la personnalité du joueur et qui fait qu'il prend les conseils, qu'il les applique, qu'il passe des barrières, etc. Vous voyez. Et c'est Donc, aussi pour ça que tout le monde ne perce pas au plus haut tout le niveau et monde que ne peut pas y arriver. Voilà. Et on ne sait pas qui ils sont au départ. C'est pour ça qu'il faut donner la même chance à tout le monde. Mais on ne peut pas savoir. Enfin, après, on a quand même des signaux. On voit bien les gamins qui percutent plus vite, qui vont plus vite. Mais au départ, vous avez des gamins. Daniel n'était pas une star à 17-18 ans, loin de là. Hein. Personne n'aurait imaginé. Peut-être qu'il fallait allumer un truc en lui. Mais en tout cas, il avait quelque chose que d'autres n'avaient pas, de toute évidence. Et justement, bah, on va enchaîner sur Daniil Medvedev. Comment ça s'est passé la rencontre avec ce jeune joueur russe? Comment a été la découverte? Qu'est-ce que tu en as pensé au début, tes C'était il premières y a, impressions? C'était il y a bientôt 8 ans, vous voyez. Donc, d'ailleurs, on a cette fin de saison, on a fini par le Master, c'est le dernier tournoi. Maintenant, Donc, Daniel part ça avec volait de l'équipe ses du propres centre. ailes. Voilà, parce qu'en fait, il part avec l'équipe qu'on a formée au centre, parce que nous, on est aussi un centre de formation d'entraîneurs aussi, quelque part. Donc, quelque part, pour moi, c'est la suite logique. Ça fait même 2-3 ans que Daniel aurait pu partir. Mais bon, il était bien attaché au centre. Mais bon, en gros, il part avec des entraîneurs du centre. Donc, c'est comme si, bon, c'est la continuité à l'extérieur, j'ai envie de dire. La rencontre, ben, il y a 8 ans à peu près, un peu moins. La famille m'a contacté. On les a attendus. On a failli pas les attendre, ils étaient en retard. Vous voyez. Euh, donc d'ailleurs, on était au Canet à l'époque, on n'était pas à Cannes, on les a attendus. On avait, euh, on avait Gilles qui voulait partir parce qu'ils n'étaient pas à l'heure. J'ai dit, on met un chrono de 5 minutes et puis s'ils n'arrivent pas, on part. Et ils sont arrivés. Oui. Et puis, bah, ça s'est fait crescendo. Voilà, ça, c'est la petite anecdote marrante, on va dire, du départ. Première impression, il n'avait pas joué depuis 3 mois, il revenait d'une blessure. Donc, il était un peu désarticulé, un gars atypique déjà, très nerveux, très, très nerveux. Il cassait une raquette tous les 2 semaines, ou j'en sais, enfin, c'était quelque chose. Euh, voilà, je pense surtout on lui a mis un cadre, on lui a apporté le processus d'entraînement qu'il n'avait pas en Russie, vous voyez. Cette exigence et on a cru en lui. Je me souviens de mails ou quoi lui disant qu'il devait
Enfin, pas la première année, mais au bout de 3 4 ans, quand on voyait un peu la courbe ascendante, moi, je lui disais, tu dois jouer pour gagner un grand chelem un jour. Sinon, ça sera du gâchis. Je ne pensais pas si bien dire, parce que quand on y écrit ça, on ne peut pas être sûr. Surtout qu'à ce moment-là, il devait être encore qu'à la 100e place. Mais quand on voyait la vitesse de progression et la façon dont il ingurgitait les conseils et les transformait, c'est un projet qui avançait vite. Il rattrapait tous ceux qui étaient plus forts que lui, quoi. Vous voyez. Et il ne s'est jamais arrêté de progresser. Donc, il n'y a jamais eu de déclic, comme j'entends parler. Il a progressé tous les ans, sans exception. Chaque année, il a fait un peu mieux. Voilà, tout simplement. Et du coup, est-ce que dès le début, tu as remarqué enfin, c'était un joueur différent qui pouvait aller très loin? Qu'est-ce qui t'a marqué On a, le plus? de manière très objective, on va pas se voiler, le mec qui vous dit, ouais, j'ai tout de suite vu qu'il pouvait faire ça, pour moi, c'est un imposteur. Non, par contre, on peut voir au bout d'un an déjà qu'il a appris beaucoup plus vite que d'autres. Donc, on peut se dire, tiens, s'il continue comme ça, il est dans les temps d'un mec qui va être au haut niveau. Après, jusqu'où, on ne connaît pas l'appétit du garçon. Vous voyez, il y a des gens, ils arrivent centième, ils arrivent 50e, ils peuvent se relâcher, ils commencent à bien gagner leur vie. C'est humain, ils peuvent un peu se relâcher, se contenter de ça. Après, jusqu'où le mec veut aller, mais en fait, Daniel est un compétiteur hors norme, quoi. Il veut tout le temps gagner. Le mec refuse toute défaite, c'est tout ce qu'il fait, il veut tout gagner, un peu comme un Nadal finalement, avec des styles totalement différents, mais c'est des gens qui veulent tout gagner toute la journée, quoi qu'il fasse. Donc ça, il l'avait depuis tout petit, puisque ses parents pourraient vous le dire. Voilà. Du coup, au niveau de son style de jeu, dès le départ, c'était un style de jeu, voilà, des frappes très tendues, plutôt des frappes très basses avec cet excellent revers. Voilà. Il a toujours joué comme ça, mais il était très fantasque. Aujourd'hui, il est beaucoup plus structuré, il est Ouais. hyper solide. Physiquement, je pense que c'est le mec qui bouge le mieux au monde avec une taille, il est quasiment à 2 Mm. mètres. Donc, il bouge comme un mec d'1,70 m, donc ça, c'est prodigieux. Et puis, cette faculté à ne pas rater, parce qu'il court partout, il ne rate jamais. Enfin, il rate jamais. Il rate. Mais il rate très peu en jouant relativement très tendu. Et les mecs peuvent pas trop attaquer parce que la balle est très rasante. Et puis, maintenant, il a quand même vachement progressé au service. Avant, il était très irrégulier au service. Maintenant, il va vous coller quand même une quinzaine d'aces par match, quoi. Mm. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Voilà. C'est ça, en fait, il a les avantages d'une personne de grande taille avec ce service, mais il n'a pas les Sans avoir les inconvénients. inconvénients. C'est ça, Ouais, sachant qu'il arrive à se déplacer à merveille sur la ligne de fond et ce c'est ça. revers, enfin voilà, Exactement ça. qu'il arrive à faire. Ouais. Bah, sur revers, c'est ce côté métronome, hein. Il va être moins dangereux en revers qu'en coup droit, je dirais, Mm. aujourd'hui. Mais il met un peu la balle où il veut. Il rate très rarement, quoi. Tu le trouves Donc, plus dangereux du coup en coup droit? ouais, il a une force de frappe aujourd'hui qui est plus, en coup droit, il est plus surprenant. Avec son point de frappe derrière, mais il a plus de lacunes aussi, peut-être un petit peu. Donc bon, les deux sont des points forts. De toute façon, à ce niveau-là, vous n'avez pas vraiment de points faibles, j'ai envie de dire, hein. Voilà. Et du coup, tu as parlé de ce processus qu'il a fait que monter les échelons année par année. Mais l'an dernier, quand même, en 2019, il nous fait une sacrée fin de saison avec sa finale à Washington, sa finale au Canada, titre à Cincinnati, sa finale épique à l'US Open, son titre à Shanghai et Saint-Pétersbourg. Et pour toi, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Tout s'est mis en place à cet été 2019? Je sais- Dans la tête d'un joueur de tennis, je ne pense pas que ça se mette en place. Il battait des mecs déjà très forts jusque-là, pas dans la régularité. Il y a toujours une première fois où vous réussissez le truc et puis ça vous donne confiance. Ensuite, mon point de vue, parce que bon, c'est pas vraiment explicable, j'ai envie de vous dire. Je veux dire, c'est que c'est cette envie de gagner tout le temps. C'est un mec qui se contente jamais de gagner un titre. Il veut gagner le tournoi d'après, il veut gagner le match d'après. Il est jamais rassasié. Et ça, c'est la qualité des champions. C'est quelque chose que quelqu'un de normal pourra difficilement expliquer d'ailleurs. Euh, il y a ça. Et puis il y a le fait aussi que pour moi, il a un jeu, vous l'avez dit, il peut courir partout, très peu raté, il sert. Il a des facilités par rapport à ça. Il s'économise quand même beaucoup plus qu'un Schwartzmann qui doit quand même faire euh, voilà, le double de kilomètres par match que Daniel. Voilà. Et il y a aussi un truc, je pense, c'est que euh, quelque part, les trois cracks mondiaux, je dirais même les quatre avec Andy Murray, ne sont plus au niveau, déjà ne serait-ce que par leur fréquence ils ne jouent plus autant qu'avant. Vous voyez. Donc, il est arrivé un moment parfait pour lui, c'est-à-dire qu'il a pris confiance incroyable. Euh, voilà, il n'y a pas eu. Je ne crois pas au déclic, vous voyez. Il jouait bien depuis un certain temps.
Il avait fait des très bons tours l'année d'avant, il commençait à gagner des tours ATP, tout s'est fait crescendo finalement. Après, c'est sûr que la série de 5-6 victoires de suite, elle est enfin presque, parce qu'il y a eu le final du US Open, mais assez prodigieuse. Mais euh, je ne sais pas comment vous expliquer, il l'a fait en futur, il l'a fait à un niveau en dessous aussi. Vous voyez, il s'est adapté à chaque fois. Vous voyez, ça qui est fort finalement. Ça qui est fort. Voilà, c'est l'explication que je peux vous donner. C'est tout bon. Et du coup, par rapport à son année 2020, si on juge avant donc son titre à Paris-Bercy, comment tu la jauges d'un point de vue, tu te dis, enfin, sa saison, est-ce qu'elle est un petit peu décevante Je par pense que rapport à ce qu'il a montré en 2019? sa saison, alors c'est difficile de. Je pense qu'elle n'était pas excellente, sa saison. Il a fait un super US Open, mais à côté de ça, le début d'année, le confinement est bienvenu pour lui parce qu'il ne jouait pas très bien en début d'année. Euh, ouais, il jouait moins bien, clairement, ça jouait moins bien. Je pense qu'il n'allait pas faire une super année. Euh, bon, c'est dur de là, je vous dis juste mon ressenti. Je pense qu'il y avait aussi une certaine fatigue. Ça fait, Forcément. depuis qu'on le connaît au centre, il ne s'arrête jamais, il a toujours progressé. C'est très dur d'encaisser toutes les années. Il a fini au Masters l'an dernier. Déjà, la fin d'année était un peu, après Shanghai, était très moyenne. On voyait déjà qu'il repétait un câble un peu chaque semaine. Et je pense que le confinement lui a fait un bien. Ça lui a fait un break dans sa carrière, chose qu'il n'aurait jamais pu faire en temps normal. Et il est revenu plus frais cet été. Donc, il a fait un bel US Open. Après, c'était pas terrible encore. Mais sur les 3 tournois, il a bien joué cette année. Bah, c'est 3 gros résultats. Demi à l'US, vainqueur à Bercy, vainqueur au Masters. La saison de ces mecs-là se joue dans les gros tournois. Donc, avec 3 résultats, ça suffit finalement pour faire une saison certes moins bonne que l'année dernière, à mon sens, mais malgré tout, bah, de haut niveau, quoi. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un discours différent avant ce tournoi de Paris-Bercy? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son entraîneur Non, il faudrait, lui bah, a dit faudrait quelque plus chose? demander à Gilles, parce que c'est lui qui était là depuis maintenant 3 ans. On avait décroché Gilles pour Danil. Voilà. Je, je, je préfère laisser parler les gens. Je ne pense pas qu'il y ait eu de trucs incroyables. Je pense aussi que Daniel est quelqu'un d'intelligent. Voilà. Il est capable de voir qu'à un moment donné, quand il fait de la merde, il est capable de se reprendre. Il a toujours eu cette qualité-là. Les gens qui sont autour de lui l'ont aidé, j'imagine, parce que c'est le rôle un peu qu'on a dans ces cas-là. Mais encore une fois, le nombre de joueurs que vous aidez et qui ne prennent pas le message est bien plus important que ceux qui arrivent à se reprendre aussi. Donc, encore beaucoup de crédit à Daniel qui est capable au milieu de X défaites, de finir sur 2 gros titres en fin de saison. C'est très fort. Voilà, c'est très fort. Et du coup, j'aimerais bien qu'on reprenne ensemble son parcours aux ATP Finals. J'imagine que tu l'as suivi de très très près chaque match où il fait de sacrées performances. Il commence contre Alexander Zverev, un petit peu tendu, ce qui est totalement logique au vu de son parcours l'an dernier, où ça commence, enfin son début de match est peut-être un petit peu, voilà, beaucoup de nervosité. Derrière, il commence à se relâcher et on sent que cette première victoire lui fait énormément de bien. Il se dit qu'il peut gagner à Londres et derrière, ben, c'est la belle épopée pour lui. Comment tu as jaugé son parcours? Non, le connaissant, je ne pense pas qu'il s'est dit à un moment donné qu'il peut gagner, ou il savait au fond de lui qu'il peut gagner. Alors moi, j'avais déjà pronostiqué qu'il allait gagner, parce que, alors c'était une intuition, je veux dire, il était un jeu de perte sur Nadal qui a servi pour le match. D'ailleurs, c'était pour moi le match le plus dur pour lui, avant même de commencer, parce que Nadal, c'est un gladiateur, donc voilà. Mais à part ça, j'ai envie de dire, à partir du moment où il a gagné Bercy, personne n'était en forme à ce moment-là, il faut le dire. Daniel est arrivé, souvent celui qui gagne Bercy, il fait souvent, c'est souvent un mec qui arrive frais à Bercy. Vous remarquerez depuis quelques années, c'est un mec, ceux qui ont fait une grosse saison sont souvent un peu cuits. Lui, justement, comme il n'a pas très bien joué après l'US Open, il était plus frais. Il a profité de ça et il arrive lancé au Masters, là où bon, Federer ne joue pas. Djokovic était en roue libre totale. Nadal, on savait qu'il allait se battre comme un chien, mais bon, en indoor, il est quand même beaucoup moins performant. Puis bon, et voilà, il est quand même, voilà. Et puis du coup, il n'y avait pas vraiment de favori. Pour moi, c'était le favori du Masters d'ailleurs. Voilà. Pour moi, contre Zverev, il est plus fort que Zverev, tout simplement. Il fait des choses mieux que lui. Après, tous ces matchs sont très durs à gagner. Là, il joue contre les meilleurs, vous voyez. Mais je le sentais bien, voilà. Le connaissant, à aucun moment donné, je pense qu'il s'est relâché dans sa tête. Vous voyez. Voilà, aucun. Je pense qu'il a Sauf fait que une Nadal lui propose un jeu le plus pénible pour lui, avec de la variété, avec un combat mental de tous les instants. Enfin bon, il est pénible pour tout le monde. Et je sais pas ce que tu en penses.
c'est mon avis personnel, mais je trouve que le match contre Nadal, entre guillemets, c'était le moins bon match de Daniil de la semaine. Et pareil du Oui côté et de non, oui l'Espagnol. et non, oui et non, parce que Nadal, ça reste toujours ça reste le gars à battre. Il est très intelligent. Déjà, il utilisait beaucoup le slice. Il est gaucher. Bon, puis bon, vous voyez la carrière qu'il a, quoi. C'est un monstre. Donc, quand vous jouez contre lui, déjà, il a une aura que la plupart des joueurs n'ont pas. Voilà, déjà. Un charisme, il a une présence sur le terrain, donc forcément, qui vous affaiblit, forcément. Mais bon, Daniel a gagné, quoi. Surtout que Il a ben, il réussi. domine le début de premier set. Derrière, il fait un mauvais jeu de service où il passe aucune première, il me semble. Il se fait breaker. Derrière, il refait un énorme début de second set. Il est proche du double break. Et il y a un petit passage à vide. Derrière, Nadal remonte. Et au final, ben, après, Daniil fait le débreak et s'impose dans le troisième set. Mais c'est vrai que les deux joueurs, voilà, beaucoup de tension chez les deux joueurs. Et pourtant, on pourra en reparler au niveau des match-ups contre les trois monstres. C'est vrai que c'est Djokovic qui lui réussit le mieux. Mais on pourrait aussi penser que du côté de Nadal, avec son revers, il peut tenir la diagonale contre le coup droit adverse. Il relance très très bien, il sert très très bien. C'est vrai qu'il a des armes pour vraiment gêner l'Espagnol et pourtant, il ne l'avait jamais battu avant Londres 2020. Oui, mais depuis qu'on connaît Daniel, je disais, il perd rarement 3 fois sur le même mec. Nadal, c'est le seul qui l'a battu 3 fois. Il l'a battu la 4e fois. Mais on parle de Nadal, vous voyez. Mais il n'a jamais perdu 3 fois de suite contre un mec de souvenir. C'est incroyable. Il s'adapte tout le temps. Il s'adapte. Il a toujours eu cette qualité-là, même dès les premières années où il était au centre. Donc ça, c'est Djokovic. Première fois, il a joué en Coupe Davis. Après, il avait joué l'Open d'Australie, il l'avait accroché. Puis la 3e fois était la bonne. Et depuis, il a battu plusieurs fois. Et il a cette faculté. Là, il y a que Federer, mais il a joué 2 fois, si je ne me trompe pas. La première fois, il n'était pas trop. La deuxième fois, il a pris un peu une fessée. Bon, après, c'est le maître. Là. Il faudrait voir s'il y a une troisième match, une troisième rencontre l'an Et là, c'est surtout prochain. l'argument du slice qui est Federer avec ses Oui, balles. puis bon, c'est un stratagème. Il a les qualités enfin, il a le talent qu'on lui connaît et qui lui permet de jouer le jeu. Il sait exactement quoi faire pour embêter Daniel. Mais bon, Daniel aura du répondant. D'ailleurs, ça serait intéressant de voir s'il se joue l'an prochain. Bon, Federer joue de moins en moins, donc bon, on verra bien. Mais ça sera un bon test, voilà, pour les deux. Et du coup, par rapport à ces matchs contre le Big Three, on pouvait penser, voilà, parce qu'on a l'impression vraiment qu'il aime jouer contre Novak Djokovic, que son jeu lui réussit bien. Est-ce que c'est quelque chose qui pouvait se faire ressentir au niveau du match-up? Ouais, bon, je pense que les deux n'aiment pas se jouer, hein. Ils savent les deux que ça va être dur, ça va être des rallyes à non plus finir. Ils ont un peu le même jeu. Bon, Djokovic, c'est quand même 20 grands chelems, on va quand même pas comparer. Mais alors d'aujourd'hui, Daniil a un plus gros service. Voilà, maintenant, voilà, c'est difficile de comparer. C'est vrai que quand il se joue, je pense que Djokovic n'aime pas le jouer parce que Daniil peut l'attendre, il l'attend au tournant, alors que d'habitude, c'est Djokovic qui fait faire la faute aux autres en les prenant à la gorge. Là, il est un peu contre son miroir. Et Daniil, en plus, a cette première balle qui fait mal à Djokovic. Vous voyez. Donc voilà, c'est toujours pénible pour Djokovic de jouer Daniil, mais bon, pour Daniil, c'est très dur aussi. Et puis après, il faudra voir aussi dans les grands chelems, parce que c'est là que ça se joue en 5-7. Quand on verra bien de toute façon ce que réserve 2021, évidemment. Hein. Mais ça sera intéressant de voir ça, justement. Ouais. Et du coup, pour toi, au niveau des quatre grands chelems, c'est lequel où Medvedev a le plus de chances de s'imposer? Bon, la terre battue, il est nettement en dessous des autres. Voilà, même si il est capable de performer. Il a fait Monte finale à Carlo. Monte-Carlo, il a finale à Barcelone. Il est capable parce que c'est un compétiteur, encore une fois. Il a cette faculté à courir de ça. Ça reste sur dur et gazon. Moi, j'ai toujours dit que le gazon était sa meilleure surface. Ouais, Malgas. Maintenant, bon, parce que tout le monde joue du fond maintenant aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'à la volée, il y a encore du boulot, mais pour moi, il peut gagner les trois. Il peut gagner n'importe lequel des trois, vous savez. Euh, voilà. Après, sur gazon, il y a des gars comme Thiem ou Nadal, c'est plus dur pour eux quand même s'ils sont capables de performer. Nadal a déjà gagné il y a quelques années, mais je dirais qu'il y a moins de monde sur gazon qui peut vraiment aller au bout. Sur dur, ils sont plus nombreux. Mais bon, sur gazon, il n'y a qu'un tournoi dans l'année, enfin, il n'y a qu'un grand chelem, donc c'est toujours, il ne faut pas se louper, quoi, non plus. Il peut gagner, il peut gagner même, j'ai envie de vous dire. S'il veut progresser sur terre, bon, ça sera beaucoup plus dur pour lui, mais rien n'y en empêche finalement. Qu'est-ce qu'il doit faire selon toi pour justement avoir ce déclic sur terre battue, même s'il a fait d'excellents résultats l'an dernier à Monaco, il a sorti notamment Djokovic? Ouais, bon, encore une fois, je ne crois pas au déclic.
il ne va pas changer son jeu. Il est performant là-dedans. Voilà, il faudrait qu'il joue un peu plus lourd, etc. Mais encore une fois, avec l'expérience, de toute façon, il va progresser aussi. On verra si après, tant que tu auras des teams, des Nadal en forme, c'est compliqué parce qu'ils ont une balle lourde liftée. Sur Terre, il faut quand même être plus conquérant que ça. Voilà. Il faut quand même attaquer sur Terre, contrairement à ce qu'on croit. Si vous passez votre temps à courir, à ramener la balle, ben, à un moment donné, gagner 7 matchs au meilleur des 5 manches, c'est très compliqué. Ouais. Donc, il faut un peu plus dicter le jeu, il faut être un peu plus puissant en termes de puissance réelle. Donc, c'est plus dur pour lui, on verra. Honnêtement, après, est-ce qu'il a l'intention de vraiment se préparer pour la terre battue pour gagner? L'avenir nous le dira, on verra. Et Voilà. justement, au niveau de sa marge de progression, si on prend voilà, toute l'évolution qu'il a pu faire au sein de son jeu, c'est quoi sa marge de progression? Et derrière, ben, est-ce qu'il peut viser cette place de numéro un mondial? Ouais, je crois que c'est complètement jouable. En plus, là, il a un peu le vent dans le dos, avec le système de points qui est un peu bâtard cette année avec le truc Covid. Personne perd les points, tout ça, donc ça ne sera pas à son désavantage, en tout cas en début d'année. Et puis, de toute façon, l'avantage qu'ils ont, les jeunes là, c'est que les trois, de toute façon, pour postuler encore Djokovic, ils jouent un peu plus, mais les autres jouent beaucoup moins, donc il faut vraiment qu'ils gagnent, les autres, pour rester numéro un. Même si pour moi, ils sont bien au-dessus encore quand ils jouent, mais ils jouent de moins en moins, on peut le voir. Donc finalement, ils ne sont pas nombreux à postuler pour la place de numéro un, hein, finalement. Donc moi, je crois que vraiment, il peut y être. Je crois même qu'il devrait y être. S'il continue à bosser normalement, ça serait, je dirais pas que ça serait un échec s'il n'y est pas, mais ça serait pour moi anormal qu'il n'y arrive pas. Voilà, donc et je pense qu'il va y arriver, quoi, sauf si, voilà, sauf s'il se blesse, sauf s'il fait pas ce qu'il faut. Je pense qu'il va y arriver, quoi. Voilà. Et du coup, comme on a vu que c'était crescendo sa carrière, du coup, le prochain objectif, c'est le Grand Chelem. J'imagine. On pourrait lui poser la question, mais de Ouais. toute façon, à son niveau, quel joueur vous dira qu'il ne veut pas gagner un grand chelem? Il a fait finale, il est quatrième. Forcément, l'objectif au-dessus, c'est d'être numéro un et gagner un grand chelem. C'est évident. C'est une évidence, quoi. C'est même pas. Je veux dire, c'est d'une logique implacable, quoi. Voilà. Et dès 2021? Ah oui, je pense qu'après, voilà, après, est-ce qu'il va l'atteindre en 2021, en 2022, en 2028? On verra, mais en tout cas, j'imagine que ce sont ses objectifs. Comme je vous dis, là, euh, arrêté après le Masters avec le sang. Donc, bon, voilà, on est en bon terme, mais je ne vais pas parler de ça avec lui. J'ai le centre à gérer avec beaucoup de jeunes qui arrivent. Et lui, il a sa carrière. Donc, mais j'imagine que ce sont ses objectifs. J'imagine. Et du coup, si on revient un petit peu sur cette année 2020, toi, ça a été quoi ton regard sur ce qui s'est passé cette année? Où bon, il y a encore le Big Three qui a dominé avec Djokovic, Nadal. Il y a Team qui commence à se faire une place qui s'en rapproche, Medvedev également. Est-ce qu'on peut parler d'une passation cette année? Oui, de toute façon, on voit bien que les 3-4 meilleurs, Murray, déjà, malheureusement, il va avoir du mal à revenir avec son opération. Les trois premiers, bah, c'est un peu en déclin, même s'ils restent au top. Et ça joue moins. Il y a forcément, ils arrivent à 33, 34, 35, 40 pour Federer. Il y a forcément un peu de lassitude, ça joue moins. Donc forcément, voilà, c'est qu'une question de temps avant que la relève soit passée. Et ceux qui sont derrière, ben, on les connaît, hein. Voilà, c'est Daniil, c'est Tim, c'est Zverev. Euh, J'espère qu'il y aura du Félix Auger-Aliassime, du Shapovalov, qui sont intéressants. Voilà, j'ai plus tous les noms, mais euh, Du Rublev? T'en as- voilà. Mais bon, voilà, il y a pas, pour moi, il y aura de la place pour. Je ne vois pas là-dedans quelqu'un du même calibre que les trois de devant. Donc, on a aujourd'hui, avec la vingtaine de grands chelems qu'ils ont chacun, ça va être compliqué pour les jeunes de faire pareil. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir se partager les gâteaux. Voilà. Euh, c'est mon point de vue. Je ne vois pas un gars qui se décroche réellement là-dedans. Vous voyez. Après, il y a Yannick Sinner qui arrive, l'Italien, qui est pour moi très très fort. Mais c'est peut-être pas pour l'an prochain. Vous voyez. C'est peut-être pour. Voilà. Mais bon, il est costaud le gamin. Et du coup, si tu devais un petit peu te projeter sur 2021, tu verrais comment cette saison. Bon, là, c'est vraiment du pronostic, hein, c'est Ouais. du journalisme, là, hein, c'est vraiment du journalisme. Je verrai quand même Nadal Djokovic encore au rendez-vous sur quelques événements, enfin surtout Djokovic qui va de toute façon vouloir battre les records. Nadal, il va être là sur Terre et puis il va être là. De toute façon, s'il joue, lui, c'est pour gagner.
Voilà. Federer, j'ai un point d'interrogation parce qu'il a quand même pas joué, quoi. Donc, à son âge, c'est de plus en plus dur, mais il a été tellement surprenant que je suis assez fan. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, il ne va pas descendre 50e mondial, c'est une certitude. Mais gagner des grands chelems, c'est une autre histoire. Après, je vous dis, derrière, je vois plutôt des Thiem et des Daniil en pole position. Euh, voilà, devant des Zverev ou des Rublev, quoi, qui manquent un peu de variété dans leur jeu, qui manquent un petit quelque chose, mais bon, ils sont très forts, hein, attention, hein, ça va jouer les premiers rôles aussi, quoi, vous voyez. Ça serait... Et puis, je vois bien quelques joueurs qui vont sortir un peu du buisson, quoi, qui vont un peu nous surprendre. D'ailleurs, ce serait bien pour le jeu aussi, hein, qu'il y ait d'autres. Voilà, j'espère qu'on aura une saison normale déjà, parce que là, cette année, c'est difficile de juger l'année, c'est un peu tronqué quand même par tout ce qu'on a vu avec des joueurs mal entraînés, peu entraînés, un peu dans l'incertitude. Euh, Toute cette mascarade autour du Covid, avec tous ces tests bidons toutes les semaines. Enfin, franchement, C'est pesant. c'est, hein? C'est Ouais, ouais, pesant pour les joueurs. c'est usant, puis c'est bidon. Je veux dire, voilà, c'est un non-sens total au bout d'un moment. Donc, pour le joueur de tennis, c'est compliqué puisqu'il voyage toutes les semaines. Donc, ouais, c'était une année très, très, très particulière. Difficile vraiment d'avoir un jugement sur cette saison 2020, je dirais. Et du coup, au niveau du Big Three, tu penses qu'ils vont exploser ces 20 grands chelems et aller au-dessus, un Nadal ou un Federer, ou même un Djokovic qui va les rattraper et aller à 21, 22? En tout cas, Djokovic, à mon avis, va vouloir rattraper ça. Euh, Nadal, Federer, de toute façon, vu les champions que ce sont, c'est des gars qui jouent pour la gagne. Ils ne jouent pas pour faire quart de finale. Donc, après, est-ce qu'ils seront là au rendez-vous? Ben, honnêtement, là, j'ai pas la boule de cristal. Franchement, moi, je les vois quand même. Je vois une année quand même où je vois du mal. J'ai du mal à voir Federer aller gagner deux grands chelems, très sincèrement. Peut-être un s'il a gardé la forme physique. C'est vrai qu'on n'a pas de son, pas d'image, hein, donc c'est difficile. Non, Djokovic, Nadal, je les vois quand même au rendez-vous. Je les vois quand même au rendez-vous, mais je pense qu'il y a de plus en plus de place pour la jeune génération. C'est une certitude. Voilà. Donc, on verra. Et Désolé, du hein, j'ai pas de réponse catégorique, Non, mais mais c'est normal, hein. Personne n'a de boule de cristal et c'est compliqué. Tout peut se passer comme. Ouais, on ne sait même pas si l'Open d'Australie va finalement se jouer. C'est tellement compliqué avec cette période. Et au niveau du Big Three, je rebondis un petit peu sur une des déclarations que tu avais fait au quotidien Le Temps, le quotidien suisse, par rapport à Novak Djokovic, où tu parlais que aucun joueur ne l'aimait, que c'était compliqué dans les vestiaires, qu'il pouvait annuler un entraînement du jour au lendemain. Tu maintiens au niveau de ces déclarations, c'est du vécu? oui, c'est des choses, mais c'est des choses que, que tout le monde sait. Il n'y a pas de. Comment dire? C'est vrai qu'il y avait des gens qui m'ont dit, ouais, ce que tu as dit, tu n'as pas mâché tes mots. Moi, je me suis entraîné une cinquantaine de fois avec lui. J'étais à Monaco, je m'entraînais Ouais, avec lui. C'est forcément. des coups qu'il m'a fait, c'est des coups qu'il a fait à Danil quand il était plus jeune, c'est des coups qu'il a fait à d'autres. Oui, oui, c'est des choses qu'il fait qui ne sont pas appréciées. Après, on est dans un milieu aseptisé, donc personne critique personne, vous voyez. Moi, ce n'est pas une critique, j'ai toujours dit que c'est un grand champion. Après, j'ai le droit de dire que je ne suis pas en accord avec l'homme, vous voyez. Je suis beaucoup plus en accord avec ce que représentent Nadal et Federer. Voilà, c'est mon droit, je le pense, je le revendique, il n'y a aucun problème. Mais je n'irai pas le gueuler sur tous les toits. On me pose la question, je réponds de manière très franche, c'est ma marque de fabrique. Euh, voilà, humainement, Federer et Nadal sont pour moi bien au-dessus. Voilà. Ça n'empêche que c'est un grand champion, que j'aurais aimé avoir sa carrière et que je le cite quand même à mes jeunes en exemple tennistique. Voilà, et de rigueur de carrière. Mais après, voilà, sur ce que j'ai dit, je ne retire rien à ce que j'ai dit. Oui, voilà. Et j'ai lu aussi également ton admiration par rapport à Tony Nadal et ce qu'il avait fait de son neveu Raphaël par rapport à toute la Ouais, puis progression. des valeurs qui véhiculent, qu'on ne voit plus aujourd'hui. Euh, Parce que ce qui véhicule, pour moi, c'est l'éducation de la vie qu'on aimerait donner à nos enfants aussi, dans le sens où le respect, l'humilité et des choses qui se perdent incroyables. On voit d'aujourd'hui sur le circuit pro, d'ailleurs, vous n'avez pas les meilleurs entraîneurs parce que les meilleurs entraîneurs ne sont pas sur le circuit pro. Vous avez 90% de porteurs de sacs. Euh, donc forcément, j'ai du respect pour Tony Nadal qui, lui, n'a jamais changé son fusil d'épaule et on voit des générations, même c'est pas que au tennis, hein, on voit des générations où les valeurs de respect, de travail disparaissent, de politesse, de tout ça. Donc, et lui, il met ces valeurs-là sur la table tous les jours. Enfin, c'est ce qu'il a fait avec Rafael Nadal.
Et c'est pour ça que, pour moi, il aurait pu former beaucoup d'autres joueurs que Rafael Nadal, rien qu'avec ça. Ouais. Voilà. Mais c'est des valeurs que. Il y avait aussi Roger Rashid, là, qui avait entraîné Lleyton Hewitt Ouais. notamment, mais pas que. Il a toujours eu des résultats avec ses joueurs, mais il était décrié parce qu'il était dur et sévère. Mais en même temps, il faisait gagner des titres aux mecs. Vous voyez. Il Donc n'avait pour pas une moi, vision un peu trop physique, trop de bosser physique sur. et surtout mental, dans la mesure où il était dans le travail, il était dans aller chercher des titres. Donc, si vous voulez, dans l'exigence du haut niveau en réalité. Vous voyez. Et donc, les joueurs qui n'ont pas continué avec lui, pour moi, c'est parce que c'était trop dur. Mais pour moi, il était dans le vrai. Il a eu des résultats, ce mec-là. Et pourtant, c'était pas un grand technicien, je pense, et tout. Mais et aujourd'hui, on voit plus de mecs comme ça parce que bah, les joueurs ne veulent plus non plus. Vous voyez. Euh, Société un peu confortable. Euh, mais d'ailleurs, tous les grands champions ont eu cette rigueur-là. Voilà. Donc, soit on leur a inculqué, soit ils se sont imposés eux-mêmes. Vous voyez. Je vous parlais de Wozniacki, elle avait cette rigueur de travail via son père, etc. Donc, voilà, moi j'ai une grande admiration pour Tony Nadal qui véhicule ça. Moi, je l'ai vu passer des savons à Rafael Nadal alors qu'il avait déjà plus d'une dizaine de grands chelems. Il avait des couilles, quoi. Voilà, il avait des couilles, le mec. Voilà, il n'avait pas peur de perdre son job, vous voyez. Voilà. Du coup, Roger Rachid, Tony Nadal, tu as d'autres modèles en matière de Non, coaching? je connais d'autres gars qui sont des très bons entraîneurs aussi, vous voyez. Ils ne sont pas obligés d'être tous comme ça, vous voyez. Mais le franc-parler disparaît peu à peu. Euh, Chose qui, lorsque moi je jouais, il y avait beaucoup plus d'entraîneurs comme ça, des vrais entraîneurs respectés euh, par les joueurs, etc. Ça se perd, voilà. Ça se perd sur le circuit. C'est un peu l'enfant roi, vous voyez, c'est un peu générationnel aussi. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Le tennis y perd, la société y perd, etc. Mais là, c'est des convictions personnelles, vous voyez. Voilà. En matière de coaching, ça a évolué, mais on constate également, toi qui as énormément d'années derrière toi dans l'univers de la petite balle jaune, que le tennis évolue. On a pu le voir avec la disparition, notamment sur certains événements, des juges de ligne, où c'était remplacé par un Hawkeye permanent. Qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, est-ce que c'est une bonne chose que le tennis évolue dans ce sens-là ou pas? Non, je suis assez old school, j'aime bien la tradition. Je suis pas dans la société, je préfère quand je prends mon billet d'avion d'avoir quelqu'un derrière un comptoir plutôt qu'une machine. C'est pareil au tennis. Pour moi, l'erreur est humaine, il faut mettre des arbitres. Pourtant, je m'énervais contre les arbitres, oui. Mais bientôt, on sera arbitré par une machine, il n'y aura plus de spectateurs, et on est en train de voir ça. C'est pathétique, c'est dramatique. Donc, je suis pour remettre l'humain au milieu de tout. Vous voyez. Donc, des arbitres qui vont faire des erreurs, euh, de remettre des vrais spectateurs et pas des loges avec des VIP, mais des vrais spectateurs de tennis, euh, etc., etc. Vous voyez. Pour remettre, et je trouve que le tennis dans les années 80-90 c'était bien plus sexy qu'aujourd'hui. Et heureusement qu'on a les trois cadors devant qui sont encore là, avec notamment Nadal et Djokovic, mais derrière, Nadal et Federer, mais derrière, ça me paraît plus fade comme génération. Et voilà, pour l'entraîneur passionné que je suis, c'est un peu inquiétant. Voilà. Ça manque un peu de charisme et de caractère. Voilà. Et surtout, on prend typiquement le hockey, il y a aussi un aspect psychologique, que ça laisse du temps de récupération, entre guillemets, d'utiliser le challenge, que maintenant on n'a plus parce que du coup c'est automatique et c'est aseptisé parce que c'est directement l'arbitre qui voit. Sur le temps de récup, bon, je pense pas parce que tout le monde est vraiment, ils sont tous prêts physiquement, donc je pense pas que ça joue vraiment. Après, ouais, c'est ce truc un peu robotisé que je trouve dommage. Je trouve dommage, c'est comme essayer de raccourcir les matchs, le super time break, ces trucs-là. C'est pas ça qui va changer le tennis. Ce qui va changer le tennis, c'est la qualité du tennis proposé et c'est le charisme. Vous voyez, regardez, Diego Maradona est mort il y a pas longtemps. Des joueurs comme ça, il n'y en aura plus beaucoup, voire plus. Parce que aujourd'hui, un mec peut plus dire une phrase de travers. Il faut que je veux dire, le mec avait un charisme que personne n'aura dans le foot aujourd'hui. Et c'est dommage. Et c'est ça qui a fait la beauté du sport. Aujourd'hui, on enlève un peu toute la personnalité. Un joueur doit demander à son agent ce qu'il doit dire. On ne peut plus rien dire. Il y a des sponsors derrière, il y a tout derrière, il y a les assurances. Bon, ça perd un peu de son charme. Ouais. Mais là, encore une fois, ça n'engage que moi. Et du coup, est-ce que en tant que passionné de tennis, tu as peur de ce qui va se passer après, une fois que Nadal et Federer auront quitté le devant de la scène? J'ai peur, c'est un bien grand mot. Il y aura forcément de la relève. Tous les sports survivent. Mais
c'est vrai, quand on sort de Agassi, Sampras, ces générations-là, puis même les Becker, Edberg, là, Federer, même les Tony Hewitt, il y avait quelque chose quand même sur le terrain, il se passait quelque chose, Nadal, et j'en oublie certains. Hein. Ouais, c'était spicy, quoi, comme on dit. Là, je suis pas convaincu qu'on ait. Mais bon, on verra bien. Peut-être qu'on aura des gars qui vont nous surprendre. Je demande que ça, d'ailleurs. Je demande que ça. Super. Et du coup, pour finir cet entretien, est-ce que tu aurais par rapport à ton centre, une ou deux pépites à surveiller dans les années à venir? Ben, on a, sur les joueurs qu'on a formés, on a Zavadska qu'on a fait 7 ans, qui est centième et qui est plus au centre. On a Gracheva, qui est 93e, qui est en tableau. Donc, on l'a formée aussi. Elle est arrivée à 16 ans au centre. Elle est aujourd'hui 90e. Donc, elle est à suivre. Après, vous savez, Pépite, déjà d'avoir eu le parcours qu'on a eu en 8-9 ans, c'est déjà, j'aurais jamais pensé ça réalisable avec les moyens qu'on avait. Donc, difficile à dire. Voilà, on a des bons jeunes maintenant qui arrivent à atteindre le niveau d'un Daniil Medvedev ou même de Varvara ou Katia. Ça va être compliqué, voilà, parce que c'est du haut niveau. Comme vous disiez au début, moi, je crois en tous mes joueurs, mais je sais que très peu y arriveront. Mais on verra bien. Honnêtement, là aussi, on a des très bons jeunes et j'espère qu'on arrivera à en former d'autres. Voilà, c'est tout le mal que je souhaite à nos joueurs au centre. On va faire de notre mieux. Mais à part Varvara qui est déjà dans les grands chelems, là, sera à l'Open Australie, tout ça, et qu'on a réussi à monter. Pour l'instant, les autres sont derrière, donc la route est trop longue pour vous dire encore quoi que ce soit. Voilà, si on se rappelle d'ici quelques temps, je pourrais vous dire s'il y en a certains qui avancent vite. Mais là, c'est un peu trop tôt, quoi. Et du coup, pour qu'on se rende compte, c'est combien de joueurs qui sont au centre à l'année? On a créé un groupe de plus jeunes aujourd'hui pour justement parce que le niveau du centre est tellement monté qu'on ne pouvait plus prendre les plus jeunes. Donc le centre lui-même, c'est 21 joueurs, mais comme on a pris un groupe de plus jeunes, ça va être 35 joueurs à peu près. On n'en prend pas plus parce qu'après, on ne peut plus faire de la qualité. Après, vous tombez dans de l'académie comme ils font tous, et c'est là que le haut niveau est quasiment impossible à atteindre. Voyez. Donc, Et sur les 35 joueurs, il y a combien de joueuses? on a je dirais, là, j'ai pas les chiffres exacts, vous voyez, alors je suis toute la journée dedans. On en a quasiment la moitié. Ok, donc Voilà. c'est assez bien On a réparti. beaucoup de joueuses au centre. Ouais. On a beaucoup de joueuses au centre. Alors que c'est vrai que dans la proportion, il y a beaucoup plus de garçons que de filles dans les écoles de tennis, dans les clubs, etc. Effectivement. Et il y a une nationalité dominante, parce qu'on a parlé de beaucoup de Russes, mais On a de tout. On a, je dirais, peut-être 50% de Français, puis le reste, on a Russes, Norvégiens, Anglais, euh, Ukrainiens, on a, je ne dis pas de bêtises, laissez-moi 2 secondes on a Ivoiriens, Sénégalais, euh, on a un joueur chinois mais qui est bloqué là à cause du confinement depuis quelques mois. Donc on a vraiment un peu de tout, vous voyez. On a vraiment un peu de toutes les nationalités. Et on commence à avoir des bons joueurs français aussi on a deux qui vont faire les qualifs Open Australie. Donc c'est bien parce que je suis quand même français à la base. J'aimerais bien qu'on réussisse à former au moins un joueur français dans notre histoire du centre. Oui. Voilà. au moins c'est tout ce qu'on leur souhaite, et au moins de connaître ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'a pu connaître Daniil Medvedev dans leur longue carrière tennistique. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup, Jean-René Avec Lisnard, plaisir. Ouais. pour nous avoir donné un peu de votre temps et d'avoir pu échanger sur tout ça qui, je pense, est ultra intéressant au niveau de ta carrière, de ton expérience en tant que coach et bien sûr de Daniil Medvedev. Finalement, sa carrière s'est jouée à 5 minutes. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est toujours marrant de repenser à ces premiers moments, effectivement. Mais de là à dire ça, bon, on va dire ça comme ça. On va rigoler autour de ça. Pour finir, en tout cas, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-René. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne continuation, en tout cas. Voilà. Toi aussi.